Alors, je suis Isabelle Delgado, mon nom de naissance. Je suis née à Olvera, province de Cadix. C'était une très belle ville blanche parce que là-bas, on faisait toutes les maisons à la chaux. Vous savez, on blanchissait tout. C'était très, très propre. Et puis, toutes les rues étaient dallées. Comme je suis née le 18 décembre 1927, bientôt j'aurai 90 ans. Je suis en France depuis l'âge de 12 ans. À cause de la guerre d'Espagne. Nous avons donc fait toute l'Espagne à pied jusqu'au Pertus. Et là, après, on nous a mis dans les trains et nous sommes venus directement ici au Sable d'Olonne, en 1939. Imaginez-vous qu'un jour, on a dit à ma mère, oh, ben, il y a un dictateur qui vient du Maroc, qui s'appelle Franco, et il vient avec une armée de truands, c'est-à-dire il a ouvert toutes les prisons des truands qui étaient au Maroc. C'était une partie du Maroc qui appartenait à l'Espagne. Alors on a été les premiers attaqués. Alors ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, bon, ben, mon père n'était pas avec nous, il avait acheté des terres, puisque nous étions en République. Nous avions eu une loi très intéressante à cette époque, c'est-à-dire que l'ouvrier avait le droit, en priorité ceux qui avaient plusieurs enfants, ce qui était notre cas, puisque nous étions 4, ils avaient priorité pour acheter des terres au gouvernement, en payant en crédit, alors que ça n'existait pas le crédit avant. Oui. Et comme mon père, lui, il voulait cultiver du blé, puis des choses en gros, il avait acheté des terres à Jerez de la Frontera, Jerez en français, et il avait acheté des terres pour faire du blé et du maïs pour les bêtes et du blé pour les gens. On lui avait donné 3 ans de crédit. Donc, il n'était pas avec nous à l'époque que la Révolution a éclaté. Oui. Il était là-bas en train de faire construire une maison. La maison était déjà rendue à la toiture. Jerez, c'était une très belle ville avec un fleuve. Donc, l'Andalousie faisait très chaud. Donc, elle avait besoin d'eau pour tout cultiver. Alors, le fleuve passait pas loin les terres qu'il avait achetées. Seulement, il n'a pas eu le temps de cultiver quoi que ce soit parce que 3 jours avant que la guerre commence, ils sont venus pour tuer les ouvriers. Ils sont venus à cheval, les fascistes, et ils ont demandé dans une ferme où c'est qu'elles se trouvent les hommes qui ont acheté des terres au gouvernement. Mais ils se trouvent à tel endroit. Alors, mais il faut que vous suivez le fleuve parce que c'est au bord du fleuve. Et cet homme qui avait du cœur, il a envoyé son fils prévenir les hommes qui étaient en train de travailler là, qu'ils allaient tuer, qu'ils allaient venir, les fascistes venaient à cheval avec des fusils pour les tuer. Quand ils ont vu ça, les hommes, ils ont dit on va s'en aller vers la montagne, il y avait une petite montagne. Les chevaux ne pourront pas monter. Et mon père s'est donc sauvé vers la montagne. Et malheureusement, ils ont envoyé des avions. Et mon père a été gravement blessé par un éclat de bombe. Et donc, nous, on ne savait pas ce qu'il était devenu, parce qu'on était restés chez nous, à Olvera. Ma mère, on lui avait dit, ben, tous ceux de la réforme agraire, parce qu'on appelait ça la réforme agraire, la réforme agraria en espagnol. Tous ces hommes ont été tués. Alors donc, ma mère n'arrêtait pas de pleurer. Nous, on a donc parti chez ma grand-mère en campagne et on n'a jamais pu revenir à Olvera parce que, pour une bonne raison, le temps qu'on fasse la route pour aller à 4 km, qu'elle était ma grand-mère en campagne, eh bien, ce temps-là, Franco était déjà arrivé à Olvera, on n'a pas pu revenir. C'est bien simple, on avait pris le petit déjeuner, les tasses étaient restées sur la table, on n'a jamais pu revenir chercher quoi que ce soit. Même les bijoux de ma mère étaient restés sur une étagère. C'est pour vous dire qu'on est parti sans rien du tout. Dans notre famille, il y avait ma grand-mère, mon grand-père qu'on a dû le laisser en cours de route parce qu'il ne tenait pas le coup et on l'a laissé dans un hôpital qu'on n'a jamais revu.
ma tante, donc la sœur de ma mère, ses enfants. Ma mère est accompagnée de ses 3 frères. Donc si ma mère avait 12 ans, l'aîné avait 14 ans, il y en avait un autre qui avait 10 ans. Le dernier avait 18 mois. Et mon oncle le plus jeune est né le long de la route. Oui, Ouais. Ma grand-mère était enceinte. Elle était enceinte, il est né à Malaga. Votre maman était enceinte. Elle était enceinte, oui. Et mon dernier avait 10 ans de moins que moi. Il est né à Malaga pendant la guerre. De Malaga à Almeria, il y avait 365 kilomètres. Oui. Et tout ça, on les a fait de rang, à pied. Et on n'avait pas souvent à manger. Parce que le manger, on ne le trouvait pas comme ça sur le bord de la mer. Ben on a marché, on est parti vers Malaga. Oui. On a traversé toute l'Espagne à pied jusqu'au Pertus. Alors que j'avais à cette époque même pas 9 ans. J'avais 8 ans et demi quand j'ai quitté mon pays natal. Alors mon oncle a dit, bon mais écoute, tu as un petit peu de sous, tu n'as qu'à me les donner. Mon oncle qui avait à cette époque 18 ans, c'était le frère à ma mère, le plus jeune. Il a dit, je vais aller à Malaga et je vais essayer de leur trouver quelques affaires pour pouvoir se changer, parce qu'on n'avait rien. Et ma mère avait un petit peu d'argent sur elle, alors elle lui a donné. Et une fois qu'elle a été rendue à Malaga, là, il a trouvé des gens de Olvera, de chez nous. Il a dit, oh mais ton beau-frère, il n'est pas mort, il y en a eu beaucoup de tués, mais lui, il a réussi à se sauver par les montagnes. Par contre, il a été gravement blessé. Il est à l'hôpital à 3 ou 4 kilomètres de Malaga. Alors ma mère a arrêté de pleurer parce que depuis 3 mois, j'en avais marre de l'avoir pleuré. À notre grande surprise, on aurait dit l'homme invisible. C'est-à-dire, il était tout enroulé par des bandes et on voyait juste... Il avait été blessé à la tête? Ah, tous sont dessus de tête. Ils ont mis une plaque d'argent pour consolider sa tête. Une plaque en argent. Tous son dessus de tête était parti. Et donc, ça avait duré 3 mois avant qu'on le retrouve. Alors après, on a attendu qu'il sorte de l'hôpital. Il est venu avec nous. Puis on est resté à Malaga presque un an. Et là, malheureusement, Franco, il arrivait et puis il bombardait toutes les nuits. Toutes les nuits, on était obligés de se lever pour nous mettre dans un refuge des tunnels qu'il y avait à Malaga. Je me souviens qu'on nous avait mis dans un couvent comme réfugiés. Et comme c'était un édifice fasciste, ils n'osaient pas tirer les bombes. Par contre, ils en ont mis une quand même qui est tombée dans le jardin. Ça, je me souviens, parce qu'elle n'a pas éclaté et ils l'ont désenterrée. Les fascistes, ils étaient malins, ils avaient coupé le pont. Et le pont avait été refait en grand fleuve qui descendait de la montagne de Malaga. Ils avaient mis des ponts avec des bois de provisoires et chaque côté, il tombait des gens. Et mon frère avait tombé, mon oncle le tenait par la main, il l'a soulevé comme ça, mon frère aîné, il l'a sauvé de justesse. C'était quelque chose de terrible. Et après Malaga, on est venu de pays en pays, on est venu jusqu'en Catalogne. Mais alors, pour voir des morts, on en a vu là, des pilons de morts, parce que les nazis, c'était la croix gammée, qui était avec Franco, qui venait nous mitrailler les enfants, on n'était que des enfants et des vieillards, puisque le long de la route, puisque les jeunes étaient partis au front. Alors donc, c'était que des vieillards et des enfants, et les nazis venaient nous mitrailler. On voyait que c'était des nazis avec la croix gammée. Sûr, oui. Un jour, je me rappelle, je tiens par les épaules mon frère Matteo, qui était 2 ans de plus jeune que moi, et l'avion se baisse vers nous, et il se met à hurler. Et je lui dis, pleure pas, c'est des Français. Il venait nous filmer. Je me rappellerai toujours. Il avait passé un camion, des jeunes avec des fusils, qui chantaient l'Internationale. Et ma mère avait dit, dire qu'ils s'en vont au-devant de la mort, puis ils sont en train de chanter. J'ai eu de la chance que ma grand-mère soit intelligente, parce que elle voyait les gens qui se précipitaient dans les fossés pour se cacher, quand ils arrivaient pour se faire bombarder et mitrailler. Ma mère avait toujours une couverture sur elle. Et elle a dit, on recouvre les morts avec une couverture. Alors ce que vous faites, on mettra la couverture sur vous, on se mettra tous les uns sur les autres avec une couverture, mais vous ne bougez pas. Parce que si vous bougez, on nous mitraille. Et puis
puis au Pertus, c'est là qu'on a attendu, je me souviendrai toujours, le 4 février 1939. Nous étions inscrits pour prendre le train pour rentrer en France, mais comme il y avait trop de monde, nous avions des numéros. Il fallait attendre notre tour dans les Pyrénées. Et on a resté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 8 jours à attendre notre tour. Ils nous montaient dans un train, on ne savait pas où nous allions. Mais par contre, ils séparaient les femmes des hommes. Eh bien, on est venu directement à Saint-Jean-d'Orbestier. Parce que comme c'était l'hiver, c'était le 4 février, eh bien, il n'y avait personne dans la colonie. On nous a mis là en attendant. Oui. Combien de temps vous étiez resté à Saint-Jean-d'Orbestier? Nous, on est resté tout l'hiver. Après, on nous a divisés dans les communes, comme dans toute la Vendée, une famille par commune. Nous, on est tombés sur une commune à 8 km de Mareuil, qui s'appelle Ronay. Et puis, au départ, on nous donnait des allocations de réfugiés. Parce que l'État avait pas laissé l'or que l'État espagnol, comme c'était une république. L'or qu'il avait, il l'a pas laissé aux fascistes. Il les a emportés en France, des barres d'or. D'ailleurs, nous, à pied qu'on traversait, on avait trouvé une barre à la frontière parce qu'ils en avaient marre de la porter. Une barre d'or, comme ça, qui était par terre. Ça, j'ai jamais oublié ça. J'avais jamais vu de barre d'or. Ça, je l'ai gardé dans mon souvenir. Le gouvernement avait quand même fait les choses bien. Il avait résisté, la République avait résisté 3 ans. Ils étaient à Madrid encerclés pendant 3 ans. Ils mangeaient les rats, tellement ils n'avaient plus rien à manger. Et quand ils sont partis en avion pour venir là, en France, au dernier moment de la guerre. C'est-à-dire quand ils ont vu que l'Espagne était finie, envahie par Franco. Ils sont partis en avion ici et ils ont emporté l'or pour le donner au gouvernement. Ils ont donné. Et la Russie nous avait aidé un petit peu. Il en avait donné un petit peu en Russie et le reste, presque tout, la France avait accueilli l'or pour qu'ils nous nourrissent. Et les hommes ont été directement dans des camps, oui, entourés de barbelés, sur un champ. Mon père nous a raconté qu'il est resté 1 mois sur le champ où il n'y avait que de l'herbe, sur une couverture, en plein Pyrénées, qui faisait très froid, nous sommes rentrés le 4 février. Alors donc, à cette époque, les hivers étaient très rudes, hein. Ça n'a rien à voir avec les hivers de maintenant. C'était la montagne aussi. Oui, c'était la montagne en plus. Bon, alors donc, mon père, lui, il ne nous a jamais rejoints. Il était à Bordeaux, dans une poudrerie, et il nous écrivait, c'est moi qui écrivais, parce que ma mère ne savait pas écrire. Il me disait comme ça qu'on leur faisait boire du lait parce que respirer la poudre toute la journée, c'était très mauvais pour les poumons. Alors il est donc resté à Bordeaux et quand il y a eu la zone libre en France, il y a eu une partie que les Allemands avaient respectée au départ. Lui, il se trouvait dans la zone libre. Il était content d'être dans cette zone libre, mais ça n'a pas duré. Vous pensez bien, les Allemands, ils les ont pris puis ils les ont embarqués et il est parti prisonniers à l'île de Jersey. Pour pas qu'ils se sauvent, ils les ont mis dans une île, à travail forcé, comme ils disaient, puis pas beaucoup de nourriture. Alors, avant d'aller à l'île de Jersey, ils avaient été un moment à Lorient. En 1940, c'était au printemps, on était contents parce que soi-disant on allait aller à l'école, alors on apprendra le français, puis avoir une maison, on était très contents. Manque de peau, celui qui était maire à Ronay à cette époque, c'était un colon, hein, qui avait été combattre les Arabes pour leur prendre leur terre. Alors c'était pas un qui avait du cœur. Hein. Ils nous ont mis dans une maison qui était fermée, avec le sol c'était de la terre. Et la maison était toute en pierre, mais sans double tillage. Il n'y avait pas de tillage. On voyait les tuiles, celles qui manquaient, on les voyait. Et puis, nos chaussures s'enfonçaient dans la terre, tellement c'était humide. La terre, les murs ruisselaient de l'eau, comme s'il pleuvait, tellement elle était humide. C'est là que le maire de Ronay nous a mis, parce que monsieur était un colon et qu'il n'aimait pas les étrangers. Voilà. Heureusement, après, quand il est mort, c'est son fils qui a pris la suite. Il était quand même plus mieux.
mieux que son père. Mais enfin, c'est pour dire qu'il est des hommes méchants, on a toujours résisté. Et tes frères, ils allaient... Il s'appelait Dubois, Monsieur Dubois. Le sacré Monsieur Dubois, il venait dans les vignes, il se promenait les mains en arrière avec un fouet dans les mains. C'est pour vous dire s'il avait été habitué à porter un fouet. Un fouet dans les mains, et il venait contrôler si tout le monde travaillait bien. Moi, je me souviens toujours d'un souvenir épouvantable. Les enfants, fallait qu'ils vendangent aussi. Mais il fallait qu'ils suivent les grandes personnes. Ce n'était pas possible un enfant de 12 ans qui aille aussi vite qu'une personne adulte. Bien sûr. Et mon frère Mathéo, il s'appelait Mathéo, quelquefois il prenait un raisin puis il le lançait à ses copains. Et puis celui qui était en charge de nous contrôler l'a engueulé. Et ma mère a fait une crise de nerfs. Comment pouvait-il engueuler un enfant de 12 ans qu'il fallait qu'il suive une personne adulte? Il fallait vraiment pas avoir de cœur. Et ma mère a fait une crise de nerfs, elle est tombée par terre. Je n'ai jamais oublié ça. On n'a pas pu aller à l'école tout de suite parce que c'était les vacances. Oui. On a été à l'école À la rentrée. à la rentrée. Manque de peau, je me suis fait avoir encore un coup. Moi. La maîtresse qui nous faisait l'école, c'était une femme de La Roche. Et elle a été mutée en septembre, elle avait été mutée à Sigourney. Elle m'a dit, ah ben écoute, comme tu as 12 ans, puis que tu parles tout juste à moitié français, je vais t'emmener avec moi. À Sigourney, ça faisait quand même 40 km de l'autre côté de La Roche. Elle m'a dit, je te ferai apprendre le retard, comme c'était une institutrice. Mais j'avais eu confiance. Ma mère voulait pas que j'aille, parce que moi je servais d'interprète. J'avais appris le catalan en Espagne. Et le catalan, il y avait des mots qui ressemblaient au français. Alors ma mère m'a amené partout comme interprète. Oui. Alors que c'était pas le français, c'était le catalan. Mais enfin, j'arrivais à comprendre. Oui. Et elle était contente de m'avoir. Elle voulait pas que je m'en aille à Sigourney. Mais moi, du fait qu'on allait me faire rattraper le retard de l'écriture française, j'étais enchantée de partir. Elle m'a fait avoir, j'ai jamais oublié, Odette Durand, qu'elle s'appelait de son nom de jeune fille, et Davier de son nom de femme. J'ai dit, si un jour je la retrouve en adulte, je lui tire les cheveux devant tout le monde. Je ne l'ai jamais revue. Ah, ça, c'était dans ma tête. Ah, mais je l'aurais fait. Hein. Ah, ben ça, c'est sûr que je l'aurais fait. Elle m'amène là à Sigourney. Elle me faisait garder son petit qui avait 2 ans. Mais les leçons que je faisais, elle ne me les corrigeait pas. C'est comme si j'en avais... Alors, j'ai resté 1 an là-bas pour rien. Et comme je vous dis, moi, curieuse comme j'étais, j'ai laissé, une fois qu'on était rentré dans cette salle des SS, des grands Allemands, les plus grands qu'il y avait. Moi, quand j'étais petite, j'avais 12 ans, j'ai jamais été grande, alors je paraissais pas à côté. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils m'ont mis sur une table, comme une poupée, et il y en a un qui est venu me porter un gâteau. Des gâteaux pendant la guerre, c'était très très rare. Alors moi, je me suis payé du culot. J'ai dit, c'était à la commandature, ça, hein, Oui. à La Roche. À la commandature, personne n'osait mettre les pieds parce qu'à la commandature, tous ceux qui rentraient sortaient les pieds en avant. C'était ceux qui ont arrêté. Et moi, je suis rentrée, les pieds debout, puis je suis sortie debout. Alors donc, les Allemands m'avaient monté sur une table pour y rigoler autour. Et puis, ils m'ont apporté un gâteau. Puis j'ai dit, pas assez, j'ai 4 frères. Il me faut 4 gâteaux. Et l'Allemand a rigolé. Et ils m'ont apporté 4 gâteaux dans une boîte. Il a dit, bon, tu pourras donner à tes frères. Mais je leur ai servi de distraction. Parce qu'il y en a un qui avait fait voir ses photos que j'avais soi-disant l'âge de sa fille. Elle a mis un peu d'argent de côté, puis elle a dit, on va aller voir papa à Lorient. J'ai dit, nous ne laisserons pas rentrer. Mais si, t'inquiète pas, on va y aller, on va y aller. Il était prisonnier. Je me rappellerai toujours. Alors, j'avais un frère qui était plus vieux que moi, mais il était très timide. Alors, il ne voulait jamais rien demander. Et ce jour-là, j'ai fait ma première grève. Devant le camp de prisonniers, j'ai dit, il n'a qu'à demander, lui. Moi, j'en ai marre de demander. Mais il n'a jamais demandé. Il était très timide. Alors, au bout de 20 minutes, comme on avait froid, parce que c'était en octobre, alors, non, c'était même en novembre qu'on avait été le voir. Et j'ai demandé à l'Allemand qui faisait la garde, j'ai dit, on vient pour voir mon père qui est prisonnier. Il a dit, bon, ben vous allez rentrer, je vais vous laisser rentrer. Et il a appelé quelqu'un qui est venu nous chercher.
en allemand. Et il nous a mis dans une salle où il y avait les officiers allemands, pour pas qu'on ait de mauvaises... Mais moi, curieuse comme j'étais, j'ai ouvert la porte, puis je suis rentrée où étaient les prisonniers. Alors j'ai vu qu'ils avaient des grandes salles où ils mettaient pour dormir, des lits superposés en gros bois et un sac de paille. C'est tout ce qu'ils avaient. Une couverture et un sac de paille. Et donc les prisonniers étaient rendus faire le travail. Et nous, on a attendu que mon père arrive du travail sur le soir. Et un Allemand est venu nous chercher, il nous a emmenés dans une salle où mon père a eu le droit de venir nous voir. Alors donc, mon père avait une personne qui venait dans le camp pour laver le linge, qu'elle prenait le linge, pour ceux qui avaient de l'argent, elle avait le linge. Et cette personne avait une maison à Lorient, et mon père lui avait demandé s'il pouvait nous accueillir, qu'on allait venir le voir. Et cette personne, elle est très gentille, cette femme, elle était toute seule, elle nous a accueillis chez elle. Pendant 3 nuits qu'on a été chez elle. Mais alors, le pire que j'ai eu comme souvenir, il y avait un oncle à ma mère qui était avec lui prisonnier. Et qui, comme il a été prévenu, il est venu, il a eu le droit de venir nous voir. Mais quand il s'est baissé, il m'a fait grand peur. Il était squelettique. Parce que mon oncle était un homme de plus d'1,80 m. Comme on leur faisait travailler très dur et pas du tout de bonne nourriture, loin de là, eh bien, il périssait, on aurait dit un squelette vivant. Ça m'a laissé le souvenir toute ma vie. Et c'était un oncle qui avait à cette époque peut-être 50 ans, mais on ne les nourrissait pas, puis on les faisait travailler très dur. Alors là, il n'a pas résisté. Après de Lorient, ils l'ont emmené à l'île de Jersey. Il y avait un mirador, il nous a raconté, il y avait un mirador au milieu du camp, avec la lumière, toute la nuit tournée pour un cas qu'il y en ait qui s'évade. Mon père avait une femme qui rentrait pour prendre leur linge pour leur laver, et elle a eu pitié d'eux. Elle s'est mise, c'était une Anglaise, elle s'est mise avec ses enfants, ils ont venu faire un trou dans les barbelés, dans le grillage. Ils ont pris à l'île de Jersey, c'était une île, une barque, et ils ont embarqué 3 prisonniers. Donc mon père y était. Il y avait mon père et un noir, il y avait 2 blancs et un noir. Mais comme le mirador tournait, ils l'ont vu partir avec la barque, ils ont tiré dessus. Et il y en a un qui a été tué, un blanc. Alors donc mon père s'est évadé avec un noir. Puis après ils se sont séparés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont eu la terre ferme, ils marchaient la nuit et ils dormaient, ils se cachaient comme des loups dans un fossé quelque part, comme une bête. Alors ils marchaient la nuit et ils dormaient, et puis ils allaient dans les fermes demander à manger. Voilà comment il a traversé toute la France, puisqu'il venait de Jersey jusqu'à Ronin, ici en Vendée. Il a réussi à vous rejoindre. Oui, et je me rappellerai toujours, il y avait une laitière, nous on était à Ronin, donc. À cette époque, les voitures étaient rares. Elle allait avec une charrette ramasser le lait au Chat-Sans-Père. Elle allait ramasser le lait et il le rapportait pour faire le beurre et tout ça. Et cette laitière, elle passait devant notre porte tous les jours. Un beau jour, elle voit cet homme qui marchait à pied, puis il dit, mais c'était Delgado ça. Il a reconnu le physique, nous on ressemblait, mes frères ressemblaient à mon père. Elle a dit, vous n'êtes pas de la famille Delgado? Ah, elle a dit, si, je suis monsieur Delgado. Et il était à 3 ou 4 kilomètres de Ronin, il l'a monté dans la charrette. Et quand il est arrivé dans le bourg, mon frère, le dernier, Lazare, sortait de l'école. Et en arrivant à Ronin, il a dit, vous reconnaissez ces enfants-là qui sortent de l'école? Je n'en reconnais pas un. Il a dit, ben celui-là, le petit, c'est votre fils. Alors, il a descendu de la charrette. Nous, on était à 500 mètres du bourg. Et il a pris Lazare comme ça, et puis il venait à pied à la maison qu'on était. Et moi, il y avait entre la porte qui
qui n'avait pas de vitre, que c'était une porte pleine, et une petite fenêtre, c'est tout ce qu'on avait comme, clarté. Il y avait une petite glace, et j'étais à Trampigny. Et j'ai dit, mais c'est Lazare, ça. Mais j'ai dit, mais cet homme, c'est mon père. Alors je dis ça tout haut. Puis ma mère me dit, on rigole pas avec ça. Elle m'engueule. Elle n'y croyait pas. Ben non, elle ne croyait pas. Vous vous rendez compte qu'il s'était évadé de l'île de Jersey, qui a traversé toute la France à pied, et je le voyais arriver là. C'était pas croyable pour elle. Et j'ai dit, si. Ma mère, je me rappellerai toujours, elle avait un grand tablier pour faire... elle faisait le jardin, elle faisait tout, la peau. Elle travaillait comme une nègre pour nous nourrir. Elle enlève son tablier, puis elle se met à courir devant. C'était bien, lui. Il est resté avec nous à Ronay, il a travaillé dans les vignes. Et puis après, il y en avait qui voulaient le dénoncer. Hein. C'est ce que je disais pas longtemps à Guy. Il s'était évadé donc de l'île de Jersey, puis à Ronay, on était encore en guerre, c'était en 1944. Et donc, on a pris les précautions de le cacher, parce que les Allemands étaient encore là. S'il était dénoncé, il était fusillé sur le camp. Alors, c'est une histoire que je n'ai pas oubliée. On l'a fait donc partir dans une ferme, dans un tout petit pays, qui s'appelle La Couture, en Vendée, pour qu'il soit éloigné de nous, pour pas qu'on le dénonce et tout ça. Mais il y en avait un à Ronay qui savait ça, on l'avait surnommé Blum. Tout ce qu'il savait, c'était faire des gosses. Il était bête comme pied. Sa belle-fille, elle était de mon âge. Et puis au lieu de s'occuper de ses demi-frères, elle venait se promener avec moi à piquer. Piquer, c'était une rivière qu'il y a. Son beau-père ne pouvait pas supporter qu'Eliane vienne me rejoindre au lieu de s'occuper de ses marmots. Et il a dit, je vais le dénoncer, Delgado, je vais le dénoncer, il se fera fusiller. Et heureusement pour moi, j'avais travaillé chez les Bonnes Sœurs. Et les Bonnes Sœurs me connaissaient, ils m'appréciaient. Et donc le prêtre me connaissait. Et le prêtre a dit, c'est pas vrai qu'il va le dénoncer. S'il le dénonce, il le fusille. Et c'est le curé, tout en étant républicain, nous, qui a été trouver cet homme. Il a dit, vous allez faire fusiller un père de 5 enfants. Après, vous serez tué, vous. C'est vous qui serez fusillé. Et du coup, il ne l'a pas fait. Mais il voulait le dénoncer. Il n'a pas eu de chance. Il a été paralysé pendant 3 ans à l'hôpital. Il a une vie épouvantable. Il a été paralysé d'un côté, mais sa femme est morte. Elle était jeune, elle avait 57 ans. Votre maman? Oui, elle est morte d'une congestion cérébrale. Bien avant lui. Il est resté 5 ans après lui. Et il était tout seul dans une petite maison qu'ils avaient achetée ici au Sable, à côté de Saint-Michel, rue Paul-Bert. Oui. Ouais. Ils avaient acheté cette petite maison et donc il est resté 5 ans tout seul. Je connaissais Buton, c'était le propriétaire, je le connaissais. Et puis, parce que mon frère avait travaillé chez lui, et j'ai été le trouver, j'ai dit, j'ai mes parents, mon père ferait votre jardin, vous savez, il s'est jardiné, et ma mère, elle s'occupait de la cuisine. Vous pourriez pas les embaucher? Et Buton m'a dit, oui, je vais les embaucher. Et donc j'ai fait venir mes parents ici, et ma mère faisait la cuisine, et il était tellement content d'eux, que quand il a vendu ici à Saint-Jean-d'Orbestier, il est parti à Bordeaux, il les a amenés avec lui. Ah oui. Il a dit, votre mère travaillera dans la cuisine, parce qu'elle connaît déjà, puis votre père, mais je le mettrai dans la cave. Il montrera les bouteilles, il sait lire et écrire, il montrera les bouteilles aux clients. Et donc, ils sont partis à Bordeaux, travailler chez Buton, dans un grand hôtel. Et malheureusement, ma mère, elle soulevait des choses très lourdes, et elle a fait un hernie étranglé. Et le docteur lui a dit, vous ne pourrez plus relever des choses comme ça, c'est pas possible que vous retourniez travailler là-bas. Alors, comme ils avaient acheté cette petite maison, ils sont revenus là. Et ma mère, on cherchait du travail à cette époque au Sable, l'hiver, il n'y avait rien. Oui, ça c'est sûr, surtout ma mère, parce que mon père, il parlait mieux, parce qu'il savait écrire et lire. Oui. Mais ma mère n'avait jamais été à l'école. En Espagne, à cette époque, les gens n'allaient pas... C'était une dictature, c'était pas... Les pauvres n'allaient pas à l'école. Il y avait des écoles payantes. Et il n'a pas eu de chance. Il a été très atteint par la vie. Et quand il est revenu, qu'il s'est évadé de Caen, il n'avait plus de dents, il avait dû avoir le scorbut, il avait perdu toutes ses dents, il n'avait plus de cheveux.
Donc il avait un dentier, Oui, il parce avait que une plaque en métal sur la Oui, tête. oui, 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 oui. il a eu une vie très, enfin, une fin de vie très cruelle. Parce C'était- qu'après enfin, avoir quand on- été prisonnier et Ben, tout ça, il avait subi tellement de choses. Comme ouais, on dit. ouais, ouais. Ben, mon oncle qui était avec lui, il n'est jamais revenu. Hein. Il a été Ils brûlé dans les ils camps. étaient très proches. Mon grand-père et ma grand-mère, ils se tenaient la main. Oui, c'était un couple qui Ils se s'était tenaient connu sur la très main. Ils jeune. avaient dû tellement souffrir ensemble que... Et puis, c'était connu très jeune. Ma mère, ils s'étaient fréquentés là-bas. Ils se fréquentaient, vous savez, avant de se marier. Moi, j'avais que 13 ans à cette époque. Alors, mes frères étaient avec mes parents. Puis, ils allaient travailler à la vigne, à Ronel. Tu vois l'âge qu'il avait. Mais ils étaient à l'école, Antonio, Paquito. Antonio, non. Antonio, il y avait un paysan qui était venu le chercher pour garder les moutons. Parce qu'il à avait Ronel. 14 ans, lui. Alors donc, il était plus vieux, lui. Mais Matteo était resté à la maison. Et puis après, Matteo, lorsqu'il est parti de Ronay, c'était pour s'en aller à Paris. Il a vécu le premier mois dans un grand château délabré. Et j'avais un oncle, un frère à mon père, qui était là-bas, par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour gagner de quoi manger? Parce qu'il a resté un mois dans ce château délabré. Il avait quand même que 12 ans à cette époque. Il allait sur la Seine et il aidait à transporter les sacs qui descendaient des bateaux. Des péniches, là. Mais il y avait eu un homme qui a eu pitié de lui parce qu'il a dit les sacs sont plus lourds que lui. Il se pliait en deux avec un sac sur le dos. Et cet homme, j'ai jamais oublié son nom, il s'appelait Lafosse. Il était à Paris. Et il voulait monter une entreprise pour monter dans les hôpitaux pour plomberie. Et il a demandé à mon frère, parce que je m'étais débrouillée pour que mon frère aille dans une école à La Rochelle apprendre la plomberie. Ah oui. Je m'étais débrouillée pour ça. J'avais été à La Roche, tout ça, puis il avait eu le droit. Alors donc, comme il avait fait un apprentissage de plomberie à La Rochelle, Monsieur Lafosse, quand il l'a vu transporter ses sacs, il a dit, mais c'est pas pitié de voir des gamins, on les laisse porter des choses comme ça, mais ils n'avaient pas de quoi manger autrement. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Il a dit, ma soeur m'a envoyé dans une école de La Rochelle, j'ai appris un peu la plomberie. Ah, mais il a dit, mais ça tombe bien, parce que moi, je vais monter une entreprise pour installer les hôpitaux, les nouveaux hôpitaux. À Lille, il faisait construire un très, très grand hôpital. Il a dit, par contre, tu seras en déplacement, hein, je t'amènerai en déplacement et tu travailleras dans la plomberie. Alors, il était content, il s'appelait Lafosse, j'ai jamais oublié, parce que mon frère, ce frère, a eu tellement on a vu de misère, il est mort d'un infarctus à 42 ans. Eh bien, ses patrons sont venus avec nous pendant 3 jours. C'est pour vous dire s'ils étaient gentils. À Ronay, on est resté de 40, moi, en 47, quand la guerre a été terminée. J'ai dit, moi, j'en ai marre. J'ai dit, moi, je reste pas dans ce bled. Alors, j'avais travaillé chez les Bonnes Sœurs, dans un couvent, une école privée qui avait à Ronay. J'avais travaillé 1 an parce que la couturière qui devait me prendre n'avait pas le droit de prendre plus de 3 ouvrières, 2 apprentis, elle en avait déjà 2. Alors, j'avais été donc dans cette école privée, éplucher les patates, faire les choses comme ça. Je me souviendrai toujours, naturellement, eux, il fallait apprendre la religion, hein. Il a fallu que je fasse la communion, que je confirme, que tout ce que les bonnes sœurs faisaient. Et aller à la messe tous les jours à 6 heures. C'était pour moi, pour une républicaine espagnole, c'était pas la joie. Mais enfin, je m'obéissais. Il fallait gagner ma croûte. Alors, j'étais 1 an avec les bonnes sœurs, puis après, j'ai pu rentrer apprendre à coudre. J'ai une dame très gentille qui m'a appris un petit peu la couture. Et quand j'ai l'année de mes 21 ans, je ne les avais pas encore parce que j'avais entendu parler qu'au Sablé d'Olonne, que je connaissais, puisqu'on avait été à Saint-Jean-d'Ormestier, oui, qu'au Sablé d'Olonne, l'été, il y avait beaucoup de travail, pas l'hiver, mais l'été. Alors j'ai dit à ma mère, il faut me laisser partir l'été, j'ai pas mes 21 ans, mais l'hiver, parce que je suis née le 18 décembre, j'ai dit, si j'attends l'hiver, il n'y aura plus de boulot là-bas, alors je ne trouverai pas de travail au Sable. Et il y avait une femme du Chasse-en-Père qui a dit, écoute,
laissez-la aller, j'irai l'accompagner. Cette personne était une personne de cœur, m'a dit elle va marcher beaucoup à pied parce que les sables c'est grand, et puis la saison était déjà commencée. Alors c'était le 6 juin, je me rappellerai toujours. Alors donc, en 1947 c'était, le 6 juin. Eh bien, elle est venue avec moi, cette femme, et on a, naturellement, comme la saison était commencée, il n'y avait pas beaucoup de manque de personnel, j'ai fini quand même par trouver sur le Remblai une maison qui vendait de la confection et qui me prenait comme retoucheuse-vendeuse. Très bien. Mais attendez, l'hiver, j'avais rien. Eh oui. Alors ça a été le premier hiver qui était le plus dur. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Monsieur et Madame Collin m'avaient dit, bon ben on a une chambre en haut, je te mettrai en attendant que tu trouves quelque chose. Mais quand tu n'as pas de sous et que tu n'as pas de travail, trouver une location, ce n'était pas possible. Pendant 8 jours, j'étais dans une cave à côté d'un tas de charbon. Et j'avais mis une ficelle pour cacher le charbon. C'est pour vous dire. Mais j'ai dit à ma maman, tu te fourres le doigt dans l'œil parce que je ne resterai pas longtemps dans la cave. Je suis assez encore débrouillard. L'hiver, il n'y avait pas grand-chose ici. Hein. Alors, je me suis trouvé des gens individuels que je pouvais aller en journée chez eux. Et comme je m'étais acheté une machine à coudre, eh bien, je mettais ma machine à coudre sur mon vélo et j'allais coudre chez les gens. Et c'est comme ça que j'ai tenu tout l'hiver, le premier hiver. Et après, j'ai été travailler dans un magasin qui s'appelait L'Écran, comme sur le Remblai. Et elle n'avait pas de machine à coudre. Elle a dit, je veux bien te prendre comme retoucheuse, vendeuse. J'ai pas de machine à coudre. Vous inquiétez pas, j'emporterai la mienne. J'avais été travailler avec ma machine à coudre chez eux. Et je me suis toujours débrouillée comme ça. Après, je me suis trouvé une location chez un dentiste. Il avait un sous-sol qu'il louait tout l'été. Et l'hiver, il n'y avait personne. Alors, Madame Lélias, qu'elle s'appelait, il m'avait loué tout le sous-sol pendant plusieurs hivers. J'étais contente. Mais par contre, dès le 8 mai, il fallait partir. Alors, je me souviendrai toujours, entre la maison que j'allais coudre l'été et puis la location que j'avais, il y avait 8 jours où je devais être dehors. Que faire? Eh bien, à cette époque, heureusement, j'étais débrouillarde, je n'avais pas peur de parler. Il y avait une abattoir ici au Sable. Ah oui? Oui, que beaucoup de personnes n'ont pas connu. Non. Moi, je l'ai connue. Et la concierge, elle ne savait pas coudre. Elle allait laver chez les gens à la main. C'était du travail très dur pour elle. Eh bien, j'étais chez la concierge, elle m'a donné une chambre pendant les 8 jours que j'allais entre ma location et l'hôtel qui me logeait. J'ai été à l'abattoir, couchée à l'abattoir. Alors, ça fait que ça m'a permis d'aller voir les vaches suspendues, me tuer. C'était pas beau à voir. Voilà. Mais enfin, je me suis fait des amis tout de suite. Puis j'ai fini par rencontrer la colonie des Pins. Je ne sais pas si vous avez connu. Oui. Cette femme, c'était une femme qui avait beaucoup de cœur. Elle avait aidé les réfugiés espagnols en les mettant chez sa propre sœur qui avait eu un immeuble qui était vide en plein sable d'Olonne. Elle avait beaucoup de cœur. Elle était mariée avec un Russe, Madame Kwaransky, qui s'appelait. Oui. Ah, t'as connu? Oui, quoi. Ah, ben, elle était elle avait beaucoup de cœur. Elle me prenait pour faire la saison. Et en plus, l'hiver, elle me prenait en journée pour faire des affaires à ses petits-enfants qu'elle envoyait à Paris. C'est pour vous dire si elle était attachée à moi. Oui, oui, oui. Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir.